est-ce que avec John Textor, avec ce montage que vous avez clarifié, est-ce que l'OL va passer un cap? Bonjour, bonsoir amis lyonnais, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Prime Économie. Vous en avez l'habitude, Gone Back a plein de talents, a plein d'économistes pour essayer de vous vulgariser ce qui se passe, ce qui se trame autour de la vente OL. Il y a ce soir pour vous Mika, évidemment, qui est toujours là, et John Textor. Non, c'est Matt, évidemment, qui est avec nous. Est-ce que tu nous entends? Salut tout le monde, je vous entends très bien et vous? Très bien, mon cher Matt. Nous allons essayer de vulgariser ce qui se passe autour de l'Olympique Lyonnais. D'abord, entre guillemets, première question, la deadline du 21 octobre. Tout le monde attendait le 21 octobre comme la date officielle, ou en tout cas où on en apprendrait plus sur la vente de l'OL. Faut-il être inquiet du fait que l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas communiqué malgré la suspension de la cotation? On commence par Mika. Écoute, en fait, bien souvent, quand on suspend une cotation en bourse, c'est parce qu'on a peur de faire fluctuer les actions de l'entreprise. Là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait le cas parce qu'on espérait qu'il se passe quelque chose entre jeudi, donc le 20, et vendredi 21. L'annonce, alors c'était pas annoncé tel quel, mais on avait plutôt deviné que c'était une date presque butoir pour le process, mais ça n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a même rien eu. On est dimanche soir à l'heure à laquelle on se parle, et pour l'instant il ne se passe rien. Il n'y a toujours rien d'acté. Donc on va attendre gentiment demain matin que la bourse Euronext réouvre, et d'ici là, sûrement que l'OL aura communiqué. En tout cas, ils le doivent par souci de transparence. Matt, est-ce que c'est inquiétant que l'Olympique Lyonnais ne communique pas, ou en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, comme tu le dis, dimanche soir, n'a toujours pas communiqué? Je serais plus inquiet s'il n'y a pas de communiqué avant ouverture de la bourse. Parce qu'on peut se dire lundi matin. Soir, il y avait encore on va dire l'espace du week-end pour pouvoir faire avancer quelque chose. Mais à mon avis, envers tes actionnaires, tu as un devoir de transparence, et à mon avis, tu dois communiquer le plus rapidement possible après la date du 21, donc le lundi matin avant l'ouverture de la bourse. Les amis, est-ce que l'inertie de l'Olympique Lyonnais, comment la comprendre, entre guillemets? Est-ce que c'est factuellement problématique, ou alors est-ce que c'est juste vers un nouveau report qu'on se dirige, Mika? Écoute, à l'heure où on se parle, on peut supposer, on n'a pas tous les éléments entre les mains, mais on suppose fortement qu'on se dirige vers un nouveau report. Alors de combien, je ne sais pas, on verra demain si l'OL communique. Ça peut être 10 jours, 15 jours, un mois, peu importe. Là n'est pas l'essentiel, mais Matt vous le dira mieux que moi après, il a beaucoup plus d'infos sur le sujet que moi, mais à l'instant T, ce que l'on sait, c'est que entre Textor et l'OL, il y a un accord, que le prix il est fixé, que les deux sont OK sur ce deal. Maintenant, ça pêche entre Textor et les banques, ou tout au moins l'une des banques qui serait plus demandeuse. Alors, Matt vous me dira, mais pour rembourser par anticipation une partie de la dette Olympique Lyonnais. Et c'est là où ça pêche. En fait, on a une banque qui veut concrètement, avant de vendre le bébé à John Textor, se rassurer et faire en sorte que ce que le club doit à cette banque soit en partie remboursé. Matt, selon les informations que Gone Back a au travers donc justement tes informateurs, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, entre guillemets, pourquoi ce retard, quelle en est la raison réelle du retard et de l'éventuel report? Alors en réalité, John Textor, début juin, quand on va dire que le projet est approuvé, il a avec lui un tour de table, donc Jamie Salter et Bill Foley. Bill Foley étant l'apporteur, on va dire, de capitaux le plus important, puisqu'on apprendra début juillet que la holding de Bill Foley octroyait une ligne de crédit de 500 millions à la société Eagle Holding, donc de John Textor. Ce qui s'est passé, ce qu'on a appris donc début septembre, c'est que Bill Foley donc ne fait plus partie du tour de table. La raison, on la sait pas, voilà, de manière très précise. Est-ce que lui-même s'est rétracté, ou est-ce que les banques ont, on va dire, repoussé le financement proposé?
Ça, on le sait pas. Mais en tout cas, le fait est qu'il n'est plus, autour de la table des investisseurs de Textor. Donc, tu as un problème, c'est que tu n'as plus d'apporteur de fonds autour de Textor, en tout cas un apporteur de fonds important. Donc, Textor a dû retrouver des apporteurs de fonds, donc notamment Ares, donc le fonds Ares, qui va apporter une grosse partie des fonds. Maintenant, la question c'est est-ce que donc le moyen de financement qui est proposé par le nouveau tour de table est aussi solide que l'ancien? Voilà, c'est toute la question aujourd'hui qui se pose. C'est probablement ce que les banques sont en train de tester et d'analyser. Et notamment, cette incertitude se matérialise par la volonté des banques d'avoir davantage de garanties à court terme, c'est-à-dire un montant important de remboursement par anticipation d'une partie de la dette. Voilà. Ouais, vas-y. Non, c'est justement la deuxième question, parce que comme ça, pour les néophytes que je suis et que certains sont, évidemment, Textor a-t-il les poches vides? Parce que on va se dire, ça prend du retard. Est-ce que ça veut dire que ce monsieur est un menteur? Ou alors que ce monsieur n'a pas de fonds finalement? Du coup, Textor, est-ce qu'il a les poches vides, Mika? Bah, écoute, là encore, tu utilises un mot qui m'interpelle beaucoup, menteur, ça peut créer du débat, du sujet, mais à toute évidence, John Textor n'a pas les poches vides, loin de là. Mais je ne dis pas non plus qu'il a les poches remplies de façon illimitée comme un fonds souverain étatique. Et il y a un juste milieu qu'il faut bien saisir et modérer. En fait, ce qui se passe, c'est que les banques demandent à Textor de rembourser par anticipation une partie de la dette. Et ça paraît assez logique, mais si une banque a une exigence pour que l'on rembourse un peu plus vite la dette, ça suppose que Textor doive trouver un peu plus que ce qu'il devait fournir à la base. C'est tout simple. Or, il n'y a pas 10 000 solutions. Quand tu veux rembourser quelqu'un, mais que tu n'as pas dans ta poche le montant nécessaire, option 1, tu empruntes. C'est pas a priori le scénario qui va se produire, puisqu'on imagine mal Textor aller emprunter auprès de différentes banques à des taux extrêmement élevés dans un contexte très difficile. Voilà, ça me paraît pas viable. Et d'ailleurs, Textor a communiqué là-dessus sur son site textor.org, dans mon souvenir, en disant clairement qu'il y aurait une forme de montée au capital. Alors, pour faire simple, la holding que gère Textor, qui s'appelle Eagle Football, va acquérir l'OL. Et dans la Eagle Football vont venir dans l'actionnariat des investisseurs, comme Ares, par exemple, des associés, noms, voilà, qui vont venir et qui vont dire à Eagle Football, voilà, Eagle Football veut acquérir l'OL, nous, on met à disposition d'Eagle Football des fonds, et en échange, on prend des actions d'Eagle Football. Donc, indirectement, si tu veux, Textor sera le seul maître à bord, mais il aura derrière lui en backup des gens qui vont le soutenir et à qui il devra en partie rendre des comptes. Donc là, c'est véritablement essayer d'expliquer un peu la difficulté du montage financier et aussi de rassurer un petit peu que l'endettement, entre guillemets, c'est pas forcément mauvais. Matt, est-ce que un investisseur a véritablement intérêt à mettre tous ses œufs dans le même panier, ou alors autrement de diversifier ses activités? Sur le montage financier, comment tu pourrais le résumer facilement, entre guillemets? Alors pour moi, en fait, ce qui est clair, c'est qu'on parle ici à plus de 400 millions d'euros, puisque Textor doit racheter les parts donc d'IDG, Pathé et de Allnest, les Osran d'IDG et Pathé, plus l'augmentation de capital de 86 millions, et s'ajouterait à ça la demande des banques donc de remboursement par anticipation d'une partie de la dette. Donc ça chiffre on va dire l'investissement immédiat à 450 voire 500 millions. Évidemment, même un milliardaire, même si tu as 2-3 milliards, est-ce que tu vas poser 500 millions sur un club de football? Non. C'est pas raisonnable, et j'espère que ceux qui nous écoutent ne feront jamais ça. Voilà, donc je le conseillerais pas, et je pense que Textor est assez intelligent pour ne pas le faire. Maintenant, derrière, il doit trouver des investisseurs qui doivent l'accompagner, et ces investisseurs-là doivent être solides et impliqués dans le projet. Ça, c'est une autre partie. Alors, juste, Matt, ce qui dit c'est super intéressant, et pour que tout le monde saisisse bien en fait ce qui se passe par un exemple simplissime que tout le monde va comprendre. Imaginez un instant que vous voulez acheter une maison. Oui. Elle coûte 100 000 euros.
Oui. Sur votre compte courant, vous avez 50 000 euros. Donc il en manque 50 000. D'accord ? Aucun ménage, aucun particulier n'aurait intérêt à mettre tous les 50 000 euros qu'il possède dans l'achat de la maison sous forme d'apport, puisqu'en fait, les banquiers vont lui dire, écoutez, mettez-en une partie, mais pas tout. Le reste, empruntez-le. Les taux sont assez bas. Ne faites pas l'erreur de tout cramer votre patrimoine dans une acquisition. Ce serait un peu ridicule. C'est le même principe, en fait. Textor, qu'il ait 500 millions de fortune, qu'il ait 1 milliard, on s'en fiche, c'est pas le débat. Il va mettre une partie de son patrimoine, mais par contre, le reste, il va l'emprunter à différents apporteurs de fonds qui sont Ares et d'autres. Voilà. Troisième question et dernier sujet de ce Prime spécial économie, c'est imaginons un report. Donc, qui dit report dit pas, ne dit pas que Textor est out, d'accord ? Donc, essayons de nous projeter un coup. Est-ce que avec John Textor, avec ce montage que vous avez clarifié, est-ce que l'OL va passer un cap ? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récap ? Est-ce que l'OL se porte bien déjà à l'instant T ? Et est-ce que l'OL se portera mieux sous le jargon John Textor ? On commence par Matt. Écoute, ce que moi je peux dire, c'est que le club a vraiment besoin de cette vente. Quand on regarde notamment les résultats, on va dire financiers du groupe, on est de nouveau déficitaire de 55 millions, pardon. Le déficit se réduit, mais il reste quand même important et il fait fondre, on va dire, tes capitaux propres de manière très très rapide. Donc tu as besoin d'apports de capitaux. Donc on doit souhaiter que cette vente se fasse. Et est-ce que qu'est-ce que ça peut changer ? Sur le court terme, ça apportera des moyens supplémentaires, une latence supplémentaire à l'OL pour faire réaliser des investissements, notamment dans le domaine sportif. Donc là, tu évoques justement la réduction de la dette plus les 86 millions de fonds propres. Voilà, exactement. Et notamment, il y aura une partie également des 86 millions qui normalement devrait également servir à réduire une partie de l'endettement. C'est D'accord. Ce qu'on a compris et ce qui nous avait été, on va dire, communiqué. Donc là-dessus, on peut que vouloir que la vente se fasse et le plus rapidement possible, notamment en vue du mercato d'hiver. Mika, est-ce que tu es d'accord avec Matt ? Est-ce que Lyon peut passer un cap ou tout du moins essayer de rattraper le temps perdu par la période Covid ? Et question un petit peu plus large, si on essaye d'ouvrir, est-ce que l'avenir de l'Olympique Lyonnais, économiquement parlant, se trouverait amélioré sous John Textor ? Écoute, le point de départ de tout ça, c'est la crise Covid. Elle a fait beaucoup de mal au club et en particulier l'OL, puisqu'en fait l'OL, dans son modèle, dans son écosystème, l'OL est extrêmement dépendant de la billetterie et donc des revenus liés au stade. C'est l'élément central. Exactement. Donc quand tu n'as pas de public, forcément, t'es pas bien. Ce qui fait qu'il y a 2 ans, l'OL a fait seulement 2 millions de billetterie. L'an passé, en 2022, on a fait environ 36 millions d'euros. Donc, c'est mieux, mais ça peut encore être meilleur. L'OL va un peu mieux sur le plan financier, les chiffres sont un peu meilleurs, mais néanmoins, ça reste globalement négatif. Comme Matt a dit justement, on a perdu 55 millions d'euros. C'est une somme importante et ça prouve une chose, c'est qu'en fait, l'OL est non seulement dépendant actuellement d'une qualification en Ligue des Champions, qui rapporte entre grosso modo la seule qualif 20 millions et plus tu montes dans le parcours, tu peux aller sur des 40, 50 millions d'euros. Donc il faut une qualification en Ligue des Champions, mais il faut aussi et surtout vendre des joueurs. Et ça, je renvoie tous ceux qui nous écoutent au document publié par OL Group il y a maintenant le 14 octobre, donc il y a environ une dizaine de jours. Le document est très clair, il dit les choses de façon limpide et sans faux semblant. Le modèle de l'OL, c'est qualification européenne plus trading joueurs. On a vendu l'an passé pour 90 millions d'euros de cession de joueurs. En l'occurrence, Guimaraes, Andersen, Cornet, bref. Le modèle OL, c'est ça. Paqueta, c'est pour l'année suivante, puisqu'il a été vendu fin de saison, fin du mercato courant août. Donc c'est l'année qui va se dérouler. Mais du coup, vente de joueurs, plus qualification européenne. Il faut espérer que l'apport de Textor change un petit peu la donne. Alors, on sait que le président Wallace avait exigé que Textor apporte des fonds pour rehausser le capital de 86 millions d'euros, parmi lesquels il y aurait 40 millions qui serviraient notamment pour l'équipe masculine.
exactement, et aussi à évacuer la dette pour le restant. Donc on Ah. peut espérer que l'OL passe non pas un cap, mais que l'OL retrouve des bases un peu plus saines. Et s'offre un petit peu d'oxygène. En tout cas, merci à Matt, merci à Mika pour leurs éclaircissements. En tout cas, on va attendre peut-être le communiqué, peut-être qui arrivera, qui est peut-être arrivé au moment où vous écoutez ce prime. Mais en tout cas, Matt, pour terminer, je te sais un petit peu déçu que l'OL ne prenne pas plus à bras le corps la volonté de communiquer à ses actionnaires. Qu'est-ce que tu peux nous en dire à ce propos? Oui, parce que je pense qu'à partir du moment où tu cites la date du 21 octobre dans un communiqué officiel destiné à tes actionnaires, à mon avis, tu as un devoir de communication vers ces mêmes actionnaires le jour même. Maintenant, ils se sont laissés probablement le week-end et je serais par contre très très inquiet si demain matin, avant l'ouverture de la bourse, OL Group n'a toujours pas communiqué, parce que pour moi, ce serait vraiment comment dire, un manque de on va dire de transparence envers les actionnaires de OL Group. Donc j'espère qu'il y aura un communiqué donc lundi matin 8h avant ouverture de la bourse européenne. En tout cas, vous le saurez, c'est ici que vous aurez des informations et c'est ici que vous aurez aussi une clarification de ces données bien techniques et bien fumeuses pour certains. Mais en tout cas, merci pour votre travail de vulgarisation. Je pense que la Team OL en avait bien besoin. Sur ce, merci Mika, merci Matt et on se retrouve très prochainement sur Gunback. Ciao, ciao.